Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont réunis aujourd'hui et demain à Bruxelles. Ils doivent trouver un accord sur leur projet de réduction de 40% des gaz à effet de serre d'ici à 2030. À un peu plus d'un an de la conférence mondiale de Paris sur le climat, les Européens affichent des ambitions élevées, mais ont-ils vraiment les moyens d'aller au-delà des déclarations d'intention ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Søren Erkman, professeur d'écologie industrielle à l'Université de Lausanne. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, ce projet de réduire de 40% les émissions de CO2 en Europe, vous y croyez ? Disons, c'est un objectif qui n'est pas du tout irréaliste. Il serait parfaitement atteignable si vraiment on le souhaitait. Donc les moyens, l'Europe, elle les a. C'est quand même une des régions les plus riches du monde. La question, c'est est-ce qu'elle a vraiment la volonté politique ? Là, on peut quand même toujours en douter un peu. Et du reste, le nouveau président de la Commission européenne a bien annoncé la couleur. Sa priorité, c'est la croissance et l'emploi. Et il suffit de regarder l'agenda de la réunion du Conseil européen d'aujourd'hui à demain. En fait, c'est cet après-midi qui parle du climat et c'est demain qui passe aux choses sérieuses, en tout cas de leur point de vue, c'est-à-dire comment relancer la croissance et l'emploi en Europe. Donc, les moyens, il n'y a pas de doute que l'Europe, elle les a. La question, c'est plutôt la volonté politique. Alors justement, on est à un an, on le disait à l'instant, de la conférence de Paris sur le climat, ce sera en 2015. La France, on sans doute, mise beaucoup sur cette conférence, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne donne pas le bon exemple en matière d'écologie. La France, elle vient notamment d'abandonner l'écotaxe qui était fondée sur le principe du pollueur-payeur. Est-ce que ça illustre justement ce manque de volonté politique que vous évoquiez à l'instant ? Oui, il n'y a pas que le manque de volonté, il y a peut-être aussi le réalisme du terrain. Chaque pays se débrouille comme il peut avec ses propres contradictions internes. Et je crois que personne ne peut donner des leçons aux autres de ce point de vue-là. Mais le cas de la France est exemplaire parce que je pense qu'effectivement, elle a l'intention, elle aimerait bien montrer, surtout dans le cadre de la conférence de Paris l'année prochaine, qu'elle joue un rôle de leader, qu'elle veut donner l'exemple, etc. Puis de l'autre, elle doit quand même composer avec sa propre situation politique et économique qui fait qu'elle peut pas tout faire en même temps. Elle doit aussi composer avec des lobbies très puissants, notamment le lobby du nucléaire. Est-ce que les gouvernements européens aujourd'hui ont la possibilité de résister à cette pression qui est forte partout, pas qu'en France ? Oui, naturellement. Oui, parce que, disons, il y a plusieurs lobbies. Il y a quand même une certaine hétérogénéité des lobbies. Donc, il n'y a pas que le lobby nucléaire, il n'y a pas que le lobby pétrolier, même si certains sont quand même plus puissants que d'autres. Dans le cas de la France, c'est un cas particulier. Le lobby nucléaire, c'est plus qu'un lobby. Les liens avec l'État sont tellement étroits. Mais cela dit, alors précisément, le lobby nucléaire, lui, il serait plutôt en faveur, et la France a toujours été très claire là-dessus, d'une action résolue en faveur de la réduction des gaz à effet de serre, puisque précisément le nucléaire peut se présenter comme étant une des options qui permet de limiter ses émissions. Donc de ce point de vue-là, c'est un lobby qui est plutôt en faveur du dossier climatique, même si ça peut paraître un peu paradoxal dans certains points de vue. Pour rester sur la France, les députés viennent d'accepter un projet de loi sur la transition énergétique et la croissance verte. C'est un texte qui affiche des ambitions très fortes, notamment l'augmentation de la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation énergétique totale. Seulement voilà, aucune sanction, aucune pénalité n'est prévue en cas de non-respect des objectifs. Ça, c'est le signe d'un manque de courage politique. Non, pas forcément. Oui, peut-être, mais ça peut aussi être de nouveau du réalisme. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette idée de transition énergétique, d'abord, il faut rappeler que l'humanité a connu de nombreuses transitions énergétiques, elle en connaîtra encore. On parle de la transition pour désigner celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais il y en a eu bien d'autres avant et il y en aura d'autres par la suite. Maintenant, il y a quand même une complication majeure. Lorsqu'on veut augmenter de manière tout à fait significative la proportion d'énergie dite renouvelable, ou ce qu'on appelle les nouvelles énergies renouvelables, c'est que tout le réseau d'approvisionnement énergétique, surtout le réseau électrique, n'a pas été conçu pour de la petite production décentralisée. Il a été conçu pour des grandes usines électriques qui produisent de manière régulière, comme les centrales nucléaires, les centrales à charbon. Et donc, on ne peut pas juste dire « on va augmenter comme ça de X% la proportion de renouvelables », parce que ça pose des problèmes redoutablement difficiles du point de vue de la mise en œuvre pour la distribution et surtout pour le stockage de ces énergies dites intermittentes. Donc, ce n'est pas seulement une question de mauvaise volonté politique. Il y a vraiment une complexité technique et économique et réglementaire qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ce que vous dites, Søren Erkman, c'est que ça n'a pas vraiment de sens finalement de fixer des objectifs chiffrés aussi précis. Si, c'est très utile parce que ça donne quand même un sens à l'action, ça donne des objectifs vers lesquels on peut tendre.
En même temps, je trouve, du reste, ça serait assez la philosophie en Suisse, de ne pas vouloir imposer des choses, mais plutôt d'avoir des mesures de type incitative. Sauf si on voit qu'il n'y a rien à faire, et alors là, il faut effectivement imposer des sanctions. Maintenant, il y a deux grandes philosophies qui s'opposent là-dessus depuis toujours. On le voit dans toutes ces conventions internationales sur l'environnement. Celles qui disent qu'il faut fixer des objectifs contraignants. Et là, il y a un débat très fort en ce moment entre les pays membres de l'Union européenne. Certains sont d'accord qu'on fixe des objectifs contraignants, d'autres disent non, on fixe des objectifs incitatifs, certes ambitieux, mais sans sanction en cas de non-respect. Et donc là, c'est une question purement de débat politique entre les États membres. Mais justement, ce qu'on entend souvent aujourd'hui, le grand leitmotiv, c'est l'écologie ne doit pas être punitive. Les écologistes eux-mêmes, ils en ont un peu marre de passer pour des pères fouettards qui font la morale en permanence. Mais est-ce que, franchement, il ne faut pas admettre qu'on ne lutte pas contre le réchauffement climatique avec de simples incitations ? Est-ce qu'il ne faut pas manier forcément la carotte et le bâton en même temps ? Oui, évidemment, que dans certains cas, on est obligé d'avoir les deux. Et du reste, on l'admet très très bien pour des domaines comme le domaine de la santé, le domaine de la sécurité alimentaire, ou des domaines où vraiment il y a un enjeu vital que tout le monde peut percevoir immédiatement. Et donc, on peut très bien l'admettre aussi, dans certains cas, pour les questions environnementales. Alors, c'est du reste tout l'enjeu dans le protocole de Kyoto, et surtout ce qui devrait lui succéder. Est-ce qu'on se fixe des objectifs véritablement contraignants ? Mais maintenant, là, de nouveau, c'est facile de dire contraignant. Après, comment faites-vous, au plan mondial, pour vérifier que les contraintes ont bien été mises en œuvre, ont bien été respectées ? Il y a donc tout un système extrêmement complexe à mettre en place pour vérifier, mesurer, quantifier. Sinon, ça ne sert à rien de dire qu'on rend obligatoire quelque chose si on ne se donne pas les moyens de le vérifier par la suite. Vous avez dit des différences de philosophie, des contraintes différentes selon les régions et les pays d'Europe. On le voit, hein, la part des énergies fossiles, elle est bien plus grande dans les pays de l'Est de l'Europe, Pologne notamment. Est-ce que ça a du sens d'imposer les mêmes objectifs à la Pologne qu'au Danemark, par exemple ? Non, du tout. C'est pour ça que l'Union européenne, elle a toujours, alors sur ce dossier-là, elle a toujours été très claire, elle entend favoriser l'approche dite de la bulle, c'est-à-dire on met ensemble tous les pays de l'Union, on fixe un objectif qui peut être global à l'échelle de l'Union européenne, mais ensuite, à l'intérieur de l'Union, chaque pays a ses spécificités et ces spécificités sont reconnues. Il est bien clair qu'on ne va pas demander les mêmes objectifs à la Pologne qu'à l'Espagne ou au Portugal. Ça, c'est évident. Donc ça, ce n'est pas vraiment un problème particulièrement difficile. Il est reconnu en tout cas. En revanche, il se reflète dans les négociations, souvent très âpres, entre les différents pays, évidemment. On l'a vu, la crise ukrainienne, elle a mis en lumière la question de la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la Russie, notamment de l'Est de l'Europe. Est-ce que du coup, on peut comprendre que certains pays, comme la Pologne, là encore, misent aujourd'hui sur le gaz de schiste, quels que soient, disons, les coûts environnementaux de ce genre de choix ? Oui, évidemment. Alors, il est bien clair que les ex-pays de l'Est, enfin les pays de l'Est de l'Europe aujourd'hui, sont particulièrement inquiets de leur souveraineté énergétique et de leur sécurité d'approvisionnement. Et évidemment, ils ont de bonnes raisons de l'être. Donc il est tout à fait logique que la Pologne, pour des raisons aussi économiques, se rêve un petit peu en Arabie saoudite du XXIe siècle grâce à ses grandes réserves de gaz de schiste. Ce n'est pas surprenant. Cela dit, sur ce dossier-là, il faut aussi voir que l'Union européenne pourrait très bien imaginer développer des méthodes d'extraction de ce gaz de schiste qui soient beaucoup plus propres que ce qui se fait aux États-Unis. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire, mais je dis on n'est pas obligé de faire aussi sale que ce qu'on a fait aux États-Unis. Enfin, la pression est très forte, y compris justement dans l'ouest de l'Europe, pour exploiter ces gisements de gaz de schiste. Vous avez l'impression que de toute façon, quelle que soit la méthode utilisée, les gouvernements ne vont pas pouvoir résister longtemps à cette tentation ? Alors, tant qu'ils vont donner une priorité claire et nette aux objectifs strictement économiques, sans intégrer véritablement les enjeux non économiques, de type justement environnementaux, il est clair qu'il serait dans la logique de la situation qu'un jour ou l'autre, on s'attaque aussi à ces réserves, aussi en Europe. Là, de nouveau, ça va être essentiellement une question d'économie et de politique économique. Cela dit, il n'est pas absolument certain que si on impose quand même des conditions d'extraction de ce type de ressources, comme le gaz de schiste, à l'européenne, c'est-à-dire où quand même on fait attention aux dégâts sur l'environnement, pas seulement le climat, mais aussi simplement les pollutions locales, il n'est pas sûr que ça devienne aussi rentable que ça. Il est possible que ça commence à être beaucoup moins attractif sur le plan économique. Et les conséquences écologiques, elles seraient fortes, fatalement. Disons, ça éloignerait encore plus l'Europe des objectifs qu'elle est censée atteindre d'ici 2030. Oui, évidemment, ça c'est clair. Bon, on voit qu'on est face à une situation assez inextricable, Søren Ekman, et on comprend du coup que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, parle d'une Europe qui gesticule beaucoup, mais qui fait très peu de progrès. Est-ce que ça se passe mieux ailleurs ? Est-ce que la Chine, les États-Unis en font davantage que l'Europe aujourd'hui ? Alors la position des États-Unis est intéressante.
Au niveau fédéral, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, a toujours manifesté son hostilité, du reste, à tout accord qui pourrait éventuellement compromettre la souveraineté absolue et totale des États-Unis, d'une part, et notamment sur le dossier climatique. Cela dit, si vous regardez ce qui se passe sur le terrain, dans un certain nombre de villes, à l'échelle d'un certain nombre d'États, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives extrêmement intéressantes qui démarrent et qui sont du reste déjà mises en œuvre. Donc il y a une situation assez contrastée aux États-Unis. Mais ce qui est clair, c'est que le gouvernement américain, en tant qu'État fédéral, n'a pas fondamentalement changé. Il est assez hostile à tout accord qui pourrait compromettre ou leur imposer des obligations en quelque sorte de l'extérieur. Le cas de la Chine est assez différent. Ils n'ont pas du tout la même problématique, même si c'est aujourd'hui le plus gros émetteur mondial en chiffres absolus. Là, il me semble que la Chine prend très très au sérieux cette affaire. Mais en même temps, comme tout le monde, ils jouent leurs cartes de manière intelligente. Et s'ils font des efforts, et à mon avis, ils sont prêts à les faire et ils en ont les moyens politiques, ils vont le faire payer au juste prix. C'est-à-dire ils vont attendre des compensations de la part des autres partenaires. Mais je pense que la Chine est un pays qui est assez en pointe sur ce dossier-là, en tout cas à l'échelle de ses responsables les plus haut placés. Maintenant, la mise en œuvre sur le terrain, dans les villes, dans les provinces, c'est une autre paire de manches. Bon, il y a quand même des raisons d'espérer aujourd'hui. Oui, tout à fait, certainement. Cela dit, il ne faut pas se faire des illusions. Ma crainte, ça serait un peu que, pour des raisons, alors disons, politico-diplomatiques, on fasse un peu trop mousser le sommet de Paris dans un an et qu'on ait un peu une configuration comme on a eu à Copenhague il y a quelques années, où on avait placé des espoirs tout à fait excessifs. On avait l'impression qu'on allait sauver la planète grâce à la conférence de Copenhague. Et évidemment, on était cruellement déçus. Donc certainement qu'il est possible de faire des choses. Les choses avancent, mais c'est beaucoup de discussions très techniques, très détaillées sur la manière de mettre en œuvre. Mais du coup, on peut avoir l'impression que les grands objectifs avancent moins. Mais il se passe quand même beaucoup de choses. Cela dit, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur ce qu'on pourra obtenir dans un an à Paris.